Bonjour. Maintenant, nous allons passer à la section qui contient les exercices SQL dans le cadre de ce cours CISA. Et pour pouvoir faire des exercices SQL, nous allons devoir travailler avec un client SQL qui va se connecter à un serveur SQL. Le serveur SQL, c'est en fait le serveur MariaDB que vous avez déjà installé sur vos machines. Si vous voulez voir si le serveur est bien actif, vous pouvez aller ici sur la loupe pour aller chercher un logiciel et vous allez taper service, donc services.msc. Et puis ça ouvre en fait la liste des services de Windows. Et dans cette liste-là, je devrais trouver un service qui s'appelle MariaDB. Dans mon cas, c'était MariaDB CISA. Et ce service doit être running ou en exécution. Ça dépend de la langue de votre machine. Et en principe, elle est mise en automatique. Ça veut dire que chaque fois que vous allez dans l'avenir démarrer votre machine Windows, il va automatiquement démarrer ce serveur de base de données relationnelle MariaDB. Évidemment, ça c'est le système ou le serveur qui gère les différentes données. Pour pouvoir utiliser ce serveur, je vais devoir envoyer des commandes et recevoir des résultats de ces commandes. Donc je dois les envoyer à ce serveur. Et pour envoyer des commandes et recevoir des résultats, j'ai besoin d'un client SQL. Et le client SQL que nous, on va utiliser, c'est en fait le client Heidi SQL. Donc vous pouvez ouvrir ce logiciel en utilisant également la loupe pour aller chercher et vous allez taper Heidi et donc là vous voyez Heidi SQL. Et je peux donc démarrer ce logiciel et ça va m'ouvrir une petite fenêtre et qui me permet de me connecter au serveur de base de données. Pour cela, je vais devoir remplir ici l'adresse IP. Je mets 127.0.0.1. Ça, c'est la même chose que dire que je veux me connecter à ma machine locale, donc à ma propre machine. Je dois spécifier l'utilisateur. On avait utilisé l'utilisateur root et on n'avait pas spécifié de mot de passe pour cet utilisateur root. Donc l'utilisateur root, c'est l'utilisateur qui peut tout faire sur ce serveur de base de données. Le port qu'on avait utilisé pour installer notre serveur de base de données, c'était le port 3307, donc on le laisse ici. Et donc, quand j'ai vérifié que ça c'est les bons paramètres, je vais cliquer sur Open ou Ouvrir et ça va me donner une fenêtre de travail. Et donc le client SQL, si vous avez cette fenêtre-là, s'est connecté au serveur de base de données et est prêt pour envoyer des instructions SQL, donc dans le langage SQL, et de recevoir les résultats de ces instructions. Alors, quelques mots sur les différentes fenêtres. Ici, à gauche, vous allez voir, premièrement, donc le localhost, c'est en fait le serveur auquel vous êtes connecté. Et puis, vous allez voir une liste de bases de données qui ont été configurées sur ce serveur. Bien que vous n'avez encore rien configuré, il y a déjà 4 bases de données qui existent dans le serveur. Donc, c'est Information Schema, MySQL, Performance Schema et SYS. Ce sont des bases de données qui sont automatiquement créées par le logiciel d'installation et donc que nous, on ne va pas utiliser pour nos exercices directement. Ici, à droite, je vois en fait la fenêtre de résultats de ce qui se trouve ici à gauche. Si par exemple, je vais cliquer ici sur la base de données MySQL, je vais voir apparaître ici à droite, j'ai donc mon host 127.0.0.1, donc ça c'est la fenêtre qui correspond au localhost, et j'ai également une base de données ici qui s'appelle MySQL et je vais voir automatiquement la liste de toutes les tables qui existent dans cette base de données.
Et si je voudrais savoir quelque chose de plus sur une table dans cette base de données, par exemple, j'ai ici la table User, je peux double-cliquer sur User et je vais voir ici en haut qu'il y a un onglet qui s'est ajouté qui s'appelle View User. Donc ça, c'est une vue, c'est pas vraiment une table, mais je vais voir en fait pour cette vue les instructions de SQL qui vont avec cette vue. Donc ça, c'est en fait l'instruction SQL qui correspond à cette vue. Je vais peut-être prendre autre chose. Je vais prendre une table ici, Table Stats. Et donc là, si je double-clique là-dessus, donc je suis dans localhost MySQL et la table Stats. Ici, ça c'est mon localhost, donc ça c'est le host, ça c'est la base de données MySQL. Et ici, je vois le contenu de la table Table Stats. Je vois en fait pour cette table qu'il y a 3 colonnes. Il y a une colonne qui s'appelle DBName, qui a un certain type de données. On va voir ça tantôt. Il y a un table name, donc il y a DBName, donc ça c'est le nom de la base de données, table name, nom de la table, avec un certain type de données, et cardinality. Donc il n'y a pas grand-chose là-dedans. Tout ça, c'est peut-être pour l'instant encore un peu du chinois, parce qu'il s'agit de bases de données et de tables qui servent en fait à gérer le serveur de base de données comme tel. Nous, on va utiliser maintenant, donc ça c'est notre objectif, on va créer et utiliser notre propre base de données dans laquelle on va créer nos propres tables et nos propres données. Alors, comment on peut créer une base de données? Vous allez voir ici que dans ma fenêtre ici de résultats, j'ai toujours un onglet qui s'appelle Query, donc avec la petite flèche là, ou le petit triangle bleu. Quand je clique sur Query, c'est en fait une fenêtre où je vais pouvoir écrire ou taper des instructions SQL et les envoyer au serveur de base de données. Alors ici, la première instruction SQL que je vais créer et que je vais taper dans cette fenêtre, c'est une instruction pour créer une nouvelle base de données. Et donc ça, la syntaxe pour créer une base de données, c'est create database. Et quand vous tapez, vous voyez que le Heidi SQL va automatiquement mettre ça en majuscule parce que ce sont des mots-clés réservés pour le serveur de base de données, donc des mots-clés réservés plutôt en SQL pour le langage SQL. Donc ici, c'est create database et puis je donne le nom de la base de données que moi je veux créer. Disons que je veux appeler cette base de données CISA. Et puis, c'est une bonne habitude, pour certains serveurs c'est obligatoire, pour d'autres c'est optionnel, mais donc de terminer une instruction SQL par un point virgule. Quand j'ai fait ça, je vais pouvoir, je vois ici le petit triangle en haut, quand je clique sur la flèche à côté, je vois que je peux cliquer ici sur Run pour exécuter cette instruction, ou bien je peux simplement taper sur F9, ou bien je peux simplement exécuter le query ou l'instruction SQL actuelle. Donc une instruction SQL, on appelle ça aussi un query SQL. Donc create database CISA, c'est une instruction ou un query SQL. Si j'ai plusieurs instructions SQL dans la même fenêtre, je peux donc utiliser F9 pour d'emblée exécuter toutes ces instructions, ou bien Shift-Ctrl F9 pour seulement exécuter l'instruction sur laquelle je suis positionné. Autre possibilité, au lieu de cliquer ici, c'est que je me positionne sur mon instruction ici et que je vais utiliser le bouton droit, donc le bouton droit de la souris. Et là, je vais avoir la possibilité aussi de cliquer ici sur Run ou bien sur Run Current Query. Et ça, c'est parfois plus facile pour utiliser. Donc, je me mets ici sur ma ligne et je lui dis Run Current Query. Et si j'exécute ça,
Il dit ici en bas, je vais voir apparaître ici l'instruction que j'ai envoyée au serveur de base de données, c'était Create Database CISA. Et puis, je vais voir ici qu'il y a un résultat qui est affiché, donc il y a une ligne qui a été affectée, donc c'est la création de la base de données. Il n'y a aucun avertissement et ça a duré 0,015 secondes pour réaliser ça. Pourtant, je ne vois pas encore ici le résultat dans ma fenêtre ici à gauche. Je ne vois pas encore apparaître cette base de données. Si je veux que cette base de données apparaisse, je vais cliquer ici sur mon localhost avec le bouton droite. Et donc là, avec le bouton droite, je vois que j'ai une option qui s'appelle Refresh. Je peux également utiliser la touche F5, donc la touche de fonction F5, ou bien je clique ici, F5, et donc je vais voir apparaître maintenant la base de données que j'ai créée. Si je vais cliquer ici sur CISA, je vois que ici apparaît dans ma fenêtre Database CISA. Donc l'onglet Database CISA, si je vais regarder, j'ai encore rien dedans. Évidemment, c'est une base de données qui n'a pas encore de contenu. Alors, une instruction suivante que je vais entrer dans ma fenêtre SQL, donc du query SQL. Je vais un peu effacer celle-là. C'est une instruction pour créer une table. Et donc, ce qu'on va faire ici pour notre exercice, je vais vous le montrer, c'est de créer une table qui va nous créer des entrées ou des lignes pour des étudiants. Donc, c'est une table qui enregistre les étudiants qui viennent au cours CISA le 3 août 2021. Et donc, je vois que chaque étudiant a reçu un numéro d'identification, un nom, un prénom, une date de naissance, le sexe, nationalité, et on a également noté l'heure d'arrivée pour cet étudiant. Donc ça, c'est l'exercice ou le point de départ que nous, on va utiliser. Alors, comment? Donc, supposons que cette table-là va alors être enregistrée dans notre serveur de base de données. Et on va voir pas par pas comment on va le faire. Alors, pour créer d'abord la table, je vais utiliser une autre instruction SQL. Et donc, cette instruction, c'est create, et donc pas database cette fois-ci, mais table. Create table. Et puis, je vais devoir spécifier le nom de la table. Si je vais spécifier ici, donc je peux choisir le nom, mais je vais utiliser par exemple étudiant. Évitez d'utiliser des accents parce que ça peut vous compliquer la vie sur des ordinateurs par après qui ont un autre clavier et où vous ne retrouvez pas les accents et donc ça va être difficile d'identifier les tables correctes. Donc le SQL a été développé initialement en anglais et on n'a pas tenu compte en fait d'accent, donc il vaut mieux pas utiliser les accents. Simplement faire create table étudiant, ça ne va pas donner grand chose. Je peux essayer, hein, donc si je termine ici et je dis voilà, je vais créer cette table étudiant, quand je fais ça, il dit voilà, j'ai une erreur. Une table doit avoir au moins une colonne. Ici, ce serait une table sans colonne. Ça n'a aucun sens. Évidemment, je vais devoir spécifier les différentes colonnes qui font partie de cette table. Et comment je vais le faire? En fait, je vais les mettre entre parenthèses. Et donc, je vais bouger ici, parenthèse, à une ligne suivante. Donc, ce n'est pas grave d'avoir une instruction SQL qui va occuper plusieurs lignes. Donc, je vais simplement indiquer ici avec mon point virgule là où se termine l'instruction SQL. Et donc, tout ce qui se trouve avant les points virgule, il va considérer ça comme un contenu pour l'instruction. Et ici, je vais spécifier ma première colonne. Alors, ma première colonne ici, ça va être la colonne ID. Donc, c'est l'identifiant. Et donc, je dis, voilà, ID.
Ça, c'est ma première colonne. C'est le nom de la colonne. Et donc, je dois chaque fois spécifier pour chaque colonne ce qu'on appelle le nom et le domaine. Le domaine, comme on l'avait déjà vu, ça va définir quelles sont les valeurs qui peuvent être stockées dans la colonne en question. Et donc ici, j'ai le nom de ma colonne et puis je vais devoir spécifier le domaine de ma colonne. Alors, le domaine, ça peut être du texte, ça peut être des dates, ça peut être des valeurs numériques, ça peut être du binaire, etc. Dans notre cas, on va devoir définir ce qu'on veut mettre dans cette colonne. Et donc ici, pour la table étudiant, on sait qu'on va mettre un entier dans cette colonne. Donc c'est un identifiant, ça va être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Ça va simplement incrémenter jusqu'à une valeur où on n'a plus d'étudiants. Alors, le nom de ce domaine, ça s'appelle en SQL le type de données ou le data type. Et en réalité, on va pouvoir choisir parmi plusieurs types de données. Et on va un peu parcourir ensemble les types de données qui sont disponibles en MariaDB. Je vais essayer d'agrandir ça ici un petit peu. Voilà. Ok, ça c'est déjà mieux. Voilà. Et donc, ces types de données, j'ai le choix entre le suivant. Un premier type de données, c'est char. Et donc, char est entre parenthèses une taille pour la colonne. Si je vais utiliser char, par exemple char 5, ça veut dire que le contenu, ça va être du texte, donc des caractères texte. Et si je mets char 5, ça veut dire que la taille fixe est de 5 caractères. Ça veut dire que même si je mets seulement une lettre dedans, ça va occuper automatiquement 5 caractères et les espaces qui ne sont pas définis, donc si je mets seulement la lettre A, les 4 autres lettres vont automatiquement être remplacées par des blancs. Varchar n, ça c'est également du texte, mais là c'est du texte, c'est une colonne texte avec une taille variable et qui peut contenir au maximum n caractères. Donc là, si je mets varchar 50, ça veut dire que je vais pouvoir mettre du texte, mais je ne vais pas pouvoir dépasser les 50 caractères. J'ai encore var binary, donc ça c'est un peu similaire à varchar, mais dans ces cas-ci, avec var binary, le contenu ne doit pas seulement être du texte, mais peut être également du binaire. Ça veut dire que je peux avoir des caractères qui ne sont pas lisibles pour un être humain, mais seulement lisibles pour une machine. On utilise ça, par exemple, pour stocker des informations binaires comme une photo ou une empreinte digitale d'une personne. Puis j'ai small int, et donc ça c'est un entier qui prend une valeur entre moins 32 768 et plus 32 767. Donc si on sait qu'on ne va pas avoir une valeur plus petite que ça et plus grand que ça, on va pouvoir utiliser le small int. Un autre type de données, c'est le int. Et donc là, le entier se trouve entre moins 2 gigas et plus 2 gigas. Donc là, on a évidemment une plage très large pour les entiers. On a encore un data type qui s'appelle double. Et donc là, c'est pour stocker des valeurs décimales. Un autre data type s'appelle texte. Et donc là, on va pouvoir stocker du texte d'une taille maximale de 64 kilobytes. Donc ça, c'est beaucoup, c'est 64 000 caractères. Parce qu'ici, le varchar, il faut savoir qu'il est souvent limité. Donc dans le cas de MariaDB, il est limité jusqu'à 5000 caractères. Ici, si je veux dépasser les 5000 caractères, je peux utiliser du texte et je peux déjà aller jusqu'à 64 000 caractères.
Si j'ai besoin encore de beaucoup plus, je veux stocker un livre ou même toute une encyclopédie, je peux utiliser du long text et là, dans un champ, je vais pouvoir stocker du texte d'une taille maximale de 4 GB. Ça, c'est la limite du serveur de base de données. Puis, j'ai encore des colonnes qui peuvent être de type de données date. Et donc, d'habitude, on les affiche en format année avec 4 chiffres, mois 2 chiffres et jour 2 chiffres. Donc c'est year, month, day. Ou bien une heure, là c'est heure, mois, minute, seconde. Ou bien le dernier type que nous on va considérer, parce qu'il y en a encore plus, mais qui sont rarement utilisés. Il y a ici datetime, et donc ça c'est la combinaison entre une date et une heure. Donc c'est la date plus l'heure qui est ajoutée ici par après. Donc ça, c'est les différents types de données qui existent. Vous les trouvez également dans le site Moodle. Ok, donc dans notre cas, pour le ID donc de notre table, on sait qu'on ne va pas avoir plus de 32 000 étudiants. Donc ça va être quelque chose entre 1 et peut-être 100 étudiants ou 200 étudiants, mais donc ça reste relativement petit. Donc je vais pouvoir utiliser ici un small int comme domaine. Et donc là, si je veux encore spécifier une prochaine colonne, je vais mettre un virgule et je vais aller à la ligne. Ma prochaine colonne, c'est le nom du patient. Et donc là, je vais mettre ici nom. Je peux mettre ça, en fait, moi j'ai l'habitude de mettre les noms des colonnes en minuscules. Ce n'est pas obligatoire, mais comme ça on voit très bien la différence. Le nom ici, bon, j'ai différents noms et les noms peuvent avoir une certaine taille. Je peux dire que la taille, ça va être variable parce que c'est évidemment jamais fixe. Et donc je pourrais dire que je vais accepter par exemple du texte avec une taille maximale de 250 caractères. Ce n'est qu'un exemple. Je peux prendre moi aussi, je peux prendre maximum 50 caractères, mais bon, parfois les gens ont des noms très longs. Et je mets une virgule et je vais spécifier la prochaine colonne. Et là, je vais avoir le prénom. Évitez donc d'utiliser des accents. Ça va fonctionner avec des accents, mais vous allez chercher des problèmes par après. Et donc là, le prénom d'habitude, ce n'est pas tellement long. Je vais dire que là, il est varchar d'une taille 50, par exemple. Ok, la date de naissance. Je mettrai date naissance. Ici, je peux en fait mettre des tables pour que tout soit un peu proprement aligné. Tout ça, ce n'est pas obligatoire, mais ça donne du code SQL beaucoup plus propre. Date de naissance, donc là, c'est d'un format date. Je vais simplement spécifier ici le format date. Le sexe. Bon, là, en fait, je peux éviter d'utiliser chaque fois masculin et féminin. Je pourrais utiliser M et F. Et c'est un champ qui est obligatoire. Donc, je pourrais spécifier ici, par exemple, char 1. Et donc, je vais seulement avoir un caractère qui va être M ou F. La nationalité. OK. Nationalité. Là, ça va être, je peux dire, voilà, varchar. Je ne pense pas qu'il y ait des pays qui ont un nom plus long que 50 caractères. Je vais mettre 50. Et ma dernière colonne, c'est l'heure d'arrivée. Alors, ici, c'est quelque chose de spécial. Parce qu'en fait, je peux avoir une table dans laquelle je vais mettre toutes les entrées. Mais au fil du temps, pour chaque étudiant, je vais avoir chaque fois le nom de l'étudiant et puis une date et une heure précise. Donc, ce que je pourrais faire, c'est de dire, voilà, j'ai ici les étudiants du 3 août avec cette heure-là. Donc, je vais en fait combiner les deux champs dans ma colonne arrivée. Et dans ce cas-là, si j'ai une date et une heure, je vais devoir utiliser le
type de données datetime. Et je n'ai plus de colonne qui va suivre par après, donc je ne vais pas mettre une virgule. Je suis activement ici actif dans ma table CISA, et comme je suis dans la base de données, pas dans la table CISA, dans la base de données CISA, comme je suis dans la base de données CISA, je vais alors créer la table étudiant dans cette base de données CISA. Donc je clique ici avec mon bouton droite et je dis qu'il faut faire un run de cette instruction. Et ce qu'il a fait, voilà, il a exécuté l'instruction et dit, voilà, il n'y a pas d'erreur et ça a pris 0,047 secondes pour créer cette instruction. Alors, quand je vais cliquer ici sur la flèche à côté de CISA, voilà, je vois qu'il n'y a encore rien qui a changé. Donc, je ne vois pas encore la table dans ma base de données CISA. Quand je clique ici, je ne vois toujours rien. Pour que ce soit actualisé, quand j'ai créé une table, je vais de nouveau devoir ici cliquer avec mon bouton droite et je vais faire le refresh. Je clique sur refresh et après avoir cliqué sur refresh, je clique ici sur la petite flèche à côté de CISA et je vois qu'il y a une table étudiant qui existe là-dedans. Je peux voir ça ici aussi avec Database CISA, je vois qu'il y a une table étudiant. Quand je vais cliquer sur la table ici, étudiant, je vois qu'il y a un onglet qui s'ouvre avec table étudiant et je vois les différentes colonnes et avec leur data type ou leur type de données qui ont été affichées ici et puis chaque fois la taille de chaque champ. Donc avec ça, j'ai pu créer ma table dans mon serveur de base de données. Essayez tous de faire ça et puis on va passer à l'exercice suivant qui concernera l'insertion de données dans cette table et finalement on va également essayer de retrouver des informations dans cette table. Donc on va faire des queries pour insérer des données et pour retrouver des données.